Et pour cela, je vais un peu faire retour sur des choses que nous avons entendues hier et que je vais redire à ma façon, car je crois qu'il y a un vrai défi pour que, au sein de la vie du monde d'aujourd'hui, nous puissions rester en phase avec Dieu, branchés sur lui. C'est pour moi une lutte. Notre monde d'aujourd'hui est celui de la mondialisation et de la globalisation. Un seul modèle économique. Rassurez-vous, je ne vais pas du tout faire un discours politique, c'est pas ça, mais je crois que nous sommes dans un monde où domine la logique financière. Du coup, nous ne sommes pas indépendants de ce milieu où nous vivons. Comment donc nous savons lire, en quoi nous sommes conditionnés, comment nous sommes imprégnés, malgré nous, de ces logiques qui agissent dans le monde. Désormais, les choix se font en termes de coût-bénéfice, coût-efficacité. Et comment se fait le choix du compagnon de vie? Comment se fait le choix de renouvellement régulier de ce compagnon? On analyse le coût, l'efficacité. La primauté de l'économique va de pair avec celle de l'évaluation. Évaluer, c'est dire la valeur de. Dans le monde du travail désormais, rien ne se fait plus sans penser le système d'évaluation d'une action avant de l'initier. Il n'y a pas que les jeunes qui passent par des études d'éco, de commerce, pour qui c'est devenu un dogme. Et lorsque ce formatage est dans toutes les têtes, comment tenter l'aventure du couple? Comment évaluer notre compétence à vivre en couple a priori, notre savoir-faire? Quelles exigences avant pour s'engager? Dans ce monde libéral qui prône la réussite, la performance, trouvez-vous surprenant que des jeunes ou des moins jeunes qui continuent de penser que l'idéal est un couple qui dure, hésitent à s'y lancer, ont peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur? Il vaut mieux dire que l'on n'a pas voulu s'engager plutôt qu'avouer qu'on a échoué. Surtout que performance, ça veut dire rester tous les jours au top permanent de l'émotionnel, du désir pour l'autre, de la compréhension mutuelle, de l'envie permanente de refaire sa route avec l'autre. Toute chute du ressenti amoureux est un échec et met en cause l'idée de poursuivre ensemble. Comment dire ses faiblesses, ses incapacités? Comment être sans phare lorsqu'il faut être aussi réussi? La logique d'entreprise prône la mobilité, la flexibilité, avec son corollaire de rupture du réseau des amis, du réseau des collègues, l'éloignement des grands-parents dont je crois qu'effectivement ils sont très importants pour aider dans certaines phases de vie, la perte donc de tout support relationnel, si nécessaire pour être. Monique Beaujard a évoqué hier l'omniprésence de la société de consommation dans laquelle nous sommes, puisque l'homme n'intéresse le marché que s'il consomme. L'épanouissement personnel est désormais de l'ordre de l'avoir, jamais assouvi. Et la relation à l'autre suppose l'être, la non-possession. L'individu prend le pas sur la personne, mais la recherche ensemble du bonheur, si ce bonheur est le mien et non celui de l'autre, ne fait pas un couple. Il associe temporairement dans une sentimentalité qui n'a pas toujours de demain. La convocation à être soi-même. Ce que nous disons parfois aussi, devenons ce que nous sommes. Mais il y a une lecture de ce être soi-même, avec originalité, sans se référer à des modèles, parce que si on est conformiste, on est un humain à demi accompli. Et je crois que c'est une hypocrisie mensongère qui voue à l'échec tous ceux qui n'ont pas eu dans leur parcours de vie de quoi intérioriser les modèles auxquels ils se réfèrent. Un autre mot concernant les médias et les nouvelles technologies. Certes, je ne suis pas contre le progrès technique, il apporte des bienfaits, et entre autres les médias en termes d'information, de transmission, de savoir, de rupture d'isolement pour certains qui habitent dans des territoires isolés. Mais pour le sujet qui nous occupe, j'y vois de nombreux risques. Trop savoir sur l'amour, croit-on, sur le couple, avant d'en expérimenter la réalité, tue la créativité et véhicule des normes dont je pense qu'elles sont castratrices. L'amour est réduit aux techniques relationnelles, souvent désormais aux techniques sexuelles. Là encore, il y a proposition de savoir-faire quand le fondamental est de savoir-être.
Et finalement, peut-être qu'on pourrait revenir au début de la Genèse et interdire l'arbre de la connaissance, etc. L'échange ininterrompu d'informations, mais les humains connectés, pensez à ces petites machines, je l'ai uniquement pour regarder l'heure. Mais les humains connectés dans un état de vigilance permanente qui tue toute possibilité de prendre du recul, de faire le vide et de mentaliser. La communication par image, qui nous fait désormais échanger sans mots, par impressions successives, si possible avec des images chocs travaillées par nos acteurs du marketing, façonne des réactions à l'émotionnel. Comment maintenir juste un « je pense donc je suis » dans un univers de la réaction immédiate, du passage à l'acte? Ma génération a connu les mots avant les images. Nos jeunes sont dans la chronologie inverse. On évoquait hier la poupée Barbie, image érotisée qui code de ce que l'on doit devenir, je suppose, si on est fille. Vous savez combien les écrans pénètrent les domiciles, même si on a le souci de limiter leur utilisation. Mais les affiches publicitaires, elles, sont ubiquitaires. Comment regardons-nous ce changement d'image? Les BD de ma jeunesse, c'était Lucky Luke, Astérix, vous voyez l'érotisation. Aujourd'hui, c'est Torgal, Landfust, lecture de nos ados. Comment faisons-nous pour permettre une distance, un regard critique? Je pourrais continuer longtemps. Je m'arrête parce que mon objet n'est pas... Alors, je crois que vous avez parlé hier, je suis arrivée, moi, en cours de matinée, de tout ce qui est accélération des temporalités. J'interrogerai aussi la remise en cause du seuil de l'intime, l'idéologie de la transparence, tout ce qui est développement des prédictions, du prédictif. Point de suspension. Je ne suis pas en train de dire que le monde environnant est démoniaque et qu'il faut s'en retirer. Je pense au contraire que nous devons maintenir le cap de rester au cœur de ce monde, même si je crois qu'il y a à l'œuvre un système de déshumanisation. Et nous avons du coup un devoir de décodage, de repérage de ce qui tue du côté de la non-reconnaissance de l'autre comme personne, pour chercher et structurer en nous de quoi faire contre-pouvoir. Je crois beaucoup en la capacité de l'humain, peut-être que c'est une lecture chrétienne, capacité de cet humain inspiré de son Créateur, à trouver toujours de quoi rebondir et de quoi humaniser dans des paysages désertiques. Quand on lit des choses sur ce qui s'est passé dans les camps de concentration, on voit à quel point, dans des espaces où rien ne permettait la vie, il y a eu des solidarités, de l'inespéré, je dirais. Je ferai un petit coup de chapeau au prêtre qui a présidé à notre mariage, qui nous a beaucoup seriné, le tout est permis, mais tout n'est pas profitable, et qui nous disait aussi: vos enfants seront plus adaptés au monde de demain que vous. Et je crois beaucoup à cela, et donc mon discours n'est pas un discours du pessimisme. Par contre, je crois que nous avons besoin, dans l'usure, la difficulté de trouver la route dans ce monde dont j'ai décrit en quoi il pouvait finalement nous envahir si on y reste présent, et ne pas nous aider à être dans le bon discernement, comment du coup en Église nous pouvons effectivement trouver des lieux qui nous permettent de faire résistance, pas résistance dans le contre, mais résistance pour rester debout. Oui, la fréquentation de la parole, la célébration des sacrements, l'expérience de la charité, je reprends ce qui vient de nous être dit. Oui, je crois que ce sont des lieux fondateurs, fondamentaux, pour pouvoir rester un homme debout et animé par Dieu. Comment? Dans le quotidien d'aujourd'hui, où si nous sommes au monde, nous devons y être performants, nous trouvons le temps, les lieux, dans tous les moments où nous sommes plus fatigués, de continuer à structurer la fréquentation de la parole, la célébration des sacrements et l'expérience de la charité. Je crois que ce n'est pas facile.
Je voudrais donc faire quelques interpellations. Comment, en Église, nous aider à penser ensemble ce monde, non pas avec un regard, j'ai envie de dire, de critique et de condamnation, mais avec un regard qui nous permet de comprendre, d'être formés et de, ensemble, pouvoir, j'ai envie de dire, se solidifier les uns les autres dans les chemins que nous aurons de fréquentation de nos autres concitoyens. Je trouve logique que nos contemporains, dans cette rationalité extérieure à nous, reculent pour prendre engagement dans le monde d'aujourd'hui. C'est une folie absolue de penser que l'on peut vivre toute une vie dans la mission qui nous est offerte. Je crois que l'Église est assez bonne pour dire le sens, la finalité du couple. Cette finalité est inaliénable et il n'y a aucun compromis à faire sur cet horizon. Comment nous pouvons par contre dire aussi que l'humain expérimente, qu'il fait du pas à pas, qu'il ne tient pas toutes les dimensions tout de suite? Et comment, Monseigneur Ricard tout à l'heure débutait avec cette vision un peu cliché d'un modèle du couple chrétien, moi aussi je voulais en dire un mot. Comment nous pouvons effectivement ne pas culpabiliser si nos recherches, nos routes, nos chemins de traverse ne sont pas ceux de ce que moi je ressens néanmoins comme le modèle dominant, couple avec une union durable, plus d'enfants que la moyenne, couple qui a su transmettre la foi. Je crois qu'il y a beaucoup de culpabilisation. Nous sommes très bons pour culpabiliser, me semble-t-il. Couple qui a su proposer. Nous avons des obligations de moyens. Sachons ne pas se mettre du côté de l'obligation de résultat. Comment pouvons-nous tricoter, outre les lieux de pensée, des lieux de soutien? Il y a des propositions. On en a cité tout à l'heure, j'avais prévu de citer quasiment les mêmes. J'avais aussi prévu donc Équipe Notre-Dame, Cana, Amour et Vérité, Leclerc. J'avais aussi prévu de citer le mouvement des cadres chrétiens, tous ces autres mouvements qui nous aident à penser dans le monde du travail. Il me semble que ces mouvements drainent beaucoup de gens qui sont un peu clairs avec leur engagement en Église. Comment tricote-t-on aussi des lieux plus informels dans cette société du zapping, des lieux qui ne demandent pas obligatoirement d'emblée un engagement dans la durée? Comment soutient-on tous ceux qui vont bricoler dans le soutien à l'autre, dans l'accueil de tous ces gens qui ont des histoires variées et qui du coup sont amenés parfois à faire empathie? Comment est-ce qu'ils discernent et comment est-ce qu'ils différencient un accueil de l'autre toujours bienveillant et en même temps la référence à cette morale que nous partageons et qui est entière? Comment offrir des créneaux de temps différents? Quand on est un laïc qui travaille, l'engagement en Église est une confrontation de temporalité terrible. Comment tenir des périodes de vie où l'on va du coup être plus en Église, des périodes de vie où on va être un peu plus irrégulier dans la fréquentation, et là aussi ne pas se sentir pas bon chrétien.